je dis quant à la prochaine fois, hein, la prochaine fois, sur le souhait de plusieurs de ceux qui travaillaient l'année dernière, je voudrais que nous fassions une séance restreinte. Non pas du tout dans le but d'exclure qui que ce soit, au contraire, bien au contraire, mais parce que on reviendra sur certaines notions qu'on avait développées l'année dernière, et comme on les supposera connues, comme ce sera comme une espèce de séance qui ne peut intéresser, je crois réellement, qui ne peut être suivie que par ceux qui ont fait le travail l'année dernière. Alors les autres, s'ils le veulent bien, je leur donne rendez-vous la semaine d'après. À Charles de Revanche, parfois, on fera des séances précurseurs qui ne seront que pour ceux. Voilà. Ça ne sera pas comment. Bien. Là-dessus, la dernière fois, nous avions un peu avancé, pas beaucoup, dans la voie d'un thème dont nous avions besoin, à savoir la possibilité de concevoir une coexistence dans un champ social, une coexistence et un empiètement de formations sociales très diverses. Et l'on s'était donné comme hypothèse la possibilité de définir les diverses formations sociales par des processus que l'on appelait par commodité des processus machiniques, et l'on avait dégagé la coexistence et l'interpénétration de ces processus. Alors l'on avait tenté non plus du tout maintenant de parler de société par exemple primitive en tant que formation sociale, mais l'on avait dégagé un processus qui sans doute apparaissait dans les sociétés dites primitives, mais apparaissait aussi ailleurs. Et ce processus, on l'appelait d'anticipation-conjuration. On ne parlait plus exactement d'appareil d'État non plus, comme formation sociale ou société étatique, on parlait d'appareil de capture, un autre processus. On parlait de machines de guerre, on parlait de... Et on avait dessiné ce champ social, ou alors, lorsque les formations sociales sont rapportées non plus à des modes de production qu'elles seraient censées supposer, mais sont rapportées au processus qu'elles enveloppent. L'idée même d'une coexistence de toutes ces formations dans le monde social nous paraissait se vérifier, se fonder. C'est là-dessus que je demande s'il y a des points... Eh bien, si je continue, mais je crois qu'il y a des points... Quoi? Oui, dis. Oui. Sur la ville et l'État. Ah, sur la ville et l'État. On avait vu, en effet, je rappelle que dans ces formations sociales, nous avions éprouvé le besoin de distinguer la forme ville et la forme État, parce que ça nous semblait très important historiquement de comprendre, par exemple, pourquoi le capitalisme était passé par la forme État, alors que la forme ville, à ses débuts, lui avait donné tant de chance et tant d'occurrence. Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'on avait essayé de distinguer la forme ville et la forme État, quelle que soit la concurrence entre les deux, quelle que soit la manière dont la forme État allait plus tard s'emparer de la forme ville. On avait essayé de distinguer là aussi deux processus très différents, en définissant la forme ville par la constitution d'instruments de polarisation au sein d'un réseau, toute ville renvoyant à d'autres villes, tandis que la forme État nous paraissait renvoyer à des systèmes très très différents, des systèmes de résonance que l'on avait essayé de distinguer justement des instruments de polarisation. Alors c'est là-dessus que tu voulais ajouter quelque chose? Enfin, il y a quelqu'un qui a fait un travail sur Paris en particulier,
Et à partir du Xe, XIe siècle, c'est à tâcher de voir comment Paris a résisté contre l'État, et cela jusqu'en 1980. Alors je vais vous lire juste une page, quoi, où il parle de Paris actuellement. Les villages de France n'ont pas voulu de gares. Il a fallu les construire à 2-3 km de l'église, en plein champ. Pendant longtemps, il n'y a pas eu de continuité dans le tissu bâti entre le vieux centre et sa gare. Puis, petit à petit, autour de chaque gare, le zéro central a commencé à sécréter une coagulation rectiligne d'activités étrangères. Ce hiatus est encore souvent perceptible. C'est là l'histoire du grand nombre de Saint-Émilie-Centre et Saint-Émilie-Gare, qui parsèment la campagne française. Paris a manifesté une réaction du même ordre. La bataille entre la ville et l'État a fait rage pendant 50 ans, et sous d'autres formes, elle a persisté jusqu'à aujourd'hui, se concluant et s'annulant dans le nœud ferroviaire métropolitain qui est en cours d'achèvement. C'est-à-dire qu'en fait, il explique après que la ville de Paris avait des largeurs pour les rails, l'écartement était à 1,30 m, et que le réseau ferré était à 1,40 m, et que c'est là-dessus que toute la résistance s'est faite, et jusqu'à maintenant. Et lui, il dit qu'il n'y a que maintenant, c'est-à-dire maintenant que le réseau des Halles vient de relier le train au métro, que la résistance se termine, quoi. C'est-à-dire que ce qui avait commencé il y a plusieurs siècles, mais en gros particulièrement à l'époque de la Révolution française, c'est-à-dire la lutte entre Paris et l'État, vient de se terminer maintenant avec la jonction RER à les métros. Ouais. En effet, ce serait très très important, et je crois qu'ils doivent être de l'école de Braudel. Je disais, c'est vraiment Braudel qui a, il me semble, en tout cas en France, lancé cette étude extrêmement profonde sur les rapports à la fois polémiques, de concurrence entre la ville et l'État, qui vraiment constitue quelque chose de fondamental dans l'histoire de l'Europe. Braudel a sûrement raison de dire en Asie ça ne serait pas passé comme ça, parce que en Asie il y a une subordination, dans l'histoire de l'Asie, il y a une subordination beaucoup plus directe et fondamentale de la ville à la forme État. Mais en Europe, il y a eu une espèce de vacillement. Et vraiment, la naissance du capitalisme, je crois que c'est un problème considérable que se demander, en effet. Il y avait toutes sortes de données qui dessinaient la formation du capitalisme en fonction de la forme ville. Et encore une fois, je rappelais cette phrase de Braudel, parce qu'elle me paraît très bonne. Il dit, chaque fois il y a deux coureurs. Chaque fois il y a deux coureurs, et il dit c'est le lièvre et la tortue. Or c'est la ville, bien entendu, le lièvre. Et c'est la forme État, c'est la forme ville, le lièvre, c'est-à-dire celui qui a la vitesse la plus grande. Et pour nous, on peut même ajouter qu'on donne au mot vitesse un sens très précis. C'est pas du tout une métaphore, c'est vraiment la vitesse de déterritorialisation. Il y a une puissance de déterritorialisation dans la forme ville beaucoup plus grande que dans la forme État. J'essayais de dire la dernière fois, parce que dans la ville, la déterritorialisation, elle est vraiment dynamique. Tandis que la déterritorialisation d'État, elle est peut-être pas moindre, mais elle est statique. Or, on se dit, mais en effet, qu'est-ce qu'aurait été et comment se dessinait le capitalisme quand il est dans la mesure où il passe par la forme ville? Qu'est-ce qui fait qu'il a eu besoin de la forme État? Ou qu'est-ce qui fait qu'il a choisi la forme État? Ce sera très important pour nous d'essayer de préciser cette question. Là, je dis tout de suite une des hypothèses que je vois, qui me paraît une des plus importantes, je ne sais pas si je l'avais dite, c'est très lié à un thème voisin, que l'on rencontrera aussi, qu'on a rencontré l'année dernière, à savoir que, de toute manière, il y a nécessité, aussi bien pour la forme ville que pour la forme État, il y a nécessité de s'approprier, de capturer une machine de guerre. Or, pourquoi je dis ça?
à ce moment-là, peut-être tout devient un tout petit peu plus clair. Il me semble que c'est une des raisons, je ne dis pas du tout la seule, mais à savoir que la forme ville n'est pas un bon instrument d'appropriation de la machine de guerre. C'est la forme État. Parce que c'est la forme État qui peut faire les investissements dans la guerre dite de matériel. La forme ville a beaucoup moins cette possibilité. Une fois la forme ville, c'est pas qu'elle engendre pas et qu'elle s'approprie pas sa machine de guerre, mais elle a besoin essentiellement de guerre rapide. Elle a besoin de guerre rapide à base de mercenaires. Il est évident que la guerre, ou l'appropriation de la machine de guerre, s'est orientée vers de toute autre voie, à commencer par la conscription nationale, du point de vue des hommes, par l'investissement matériel, du point de vue du capital. Et que c'est peut-être une des raisons principales de ce que le capitalisme est passé par la forme État et ne s'en est pas tenu à la forme ville, ce qui a impliqué que les États, comme dit Braudel, que la tortue rattrape le lièvre. Il a fallu que la forme État fasse peser son poids, son appareil de pouvoir, qui n'est pas le même que celui du pouvoir des villes. Il a fallu que l'appareil d'État fasse peser cet appareil de pouvoir sur les villes. D'où en effet, ce que confirme le texte que tu viens de lire, l'extraordinaire méfiance à la fois et des villes par rapport à la forme État et de la forme État par rapport aux villes. Oui, enfin, et qui est surtout lié à la circulation, justement. Oui, enfin, oui, complètement, complètement, puisque les villes entendent que c'est des instruments de polarisation sur un réseau où la ville renvoie à une autre ville ou à d'autres villes. Elle est essentiellement pensée en termes d'entrée et de sortie. Essentiellement. Puisque l'État, c'est pas ça. Bien sûr, il y a une entrée et une sortie de l'État, mais je dis, c'est pas l'essentiel. Je veux dire ça parce que vous comprenez, on aura besoin de se rappeler ce point, que lorsque l'on arrive à définir les formations sociales par des processus de capture, processus d'anticipation, conjuration, etc. Il faut voir que ces processus, tantôt, jouent à l'état comme pur. Je peux dire une société primitive, bon d'accord, ou une bande, c'est déjà pas la même chose. Mais ce sont des formations sociales où vraiment le processus d'anticipation, le mécanisme d'anticipation, conjuration, l'emporte sur tous les autres. Mais ça, c'est un premier point de vue. Un second point de vue, il faut voir comment chaque formation n'enveloppe pas seulement le processus prééminent qui lui correspond, mais adapte à sa manière les autres processus. Par exemple, des processus d'anticipation-conjuration, vous les trouverez aussi dans les villes, dans la formation ville, pour conjurer l'État. Des processus d'anticipation-conjuration, vous les trouverez aussi dans le capitalisme, pour conjurer les limites du capitalisme. Donc, si vous voulez, chaque processus joue de manière préférentielle dans tel type de formation, mais peut très bien être repris dans une toute autre formation. C'est pour ça que ça fait un champ social où tout coexiste nécessairement. Bon. Bien. Alors on continue. Une question, Laurent, la semaine dernière. Ouais. Quand on parlait de dernier mot, de dernier vers, de dernier amour. Ouais. Peut-être éviter dernier agencement chez Beckett. Dernier agencement chez Beckett. Oh oui, pourquoi pas. Mais on va voir où on pourrait mettre le dernier chez Beckett. Oui, il y a un dernier amour qu'il appelle bizarrement premier amour, oui. Il y a tout ça, oui. Oh. Puis chez Oui. Laurence, quand on m'a dit une fois, il faut même que je me dépasse de l'amour. Tu vois, Ah oui, ça c'est tout simple. Oui, ce qu'il veut dire, c'est pas tout simple. Mais ce qu'il veut dire, Laurence, c'est dit ça, d'accord. Eh bien, on va parler de tout ça. Alors bon, c'est un nouveau thème qu'on aborde aujourd'hui. Je vous demande juste de sentir que ces thèmes sont très à la suite les uns des autres. Là, on se trouve dans la situation suivante. On se dit que notre tâche,
aujourd'hui, ça devrait être de construire un modèle même très abstrait. Un modèle abstrait qu'on pourrait appeler modèle de l'échange primitif. En arrière-fond, on a comme souci que quand même parmi tous ces mécanismes dont on a parlé la dernière fois, le mécanisme qu'on a cru bon d'appeler d'anticipation-conjuration, à la fois il m'intéresse, mais il restait pas du tout clair. Qu'est-ce que c'est que ces anticipations-conjurations collectives? Alors, est-ce qu'un modèle de l'échange primitif nous permettrait d'avancer dans cette voie? Et surtout, est-ce que ça nous permettrait de renforcer notre hypothèse d'une coexistence des formations sociales les plus diverses dans un champ donné? Or, les conditions de base, donc on va faire comme ça, si vous voulez, on se propose, mettons, je suppose qu'on se propose de construire ce modèle abstrait de l'échange primitif. Au point où nous en sommes, nous savons ce que nous ne pouvons pas nous donner. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas nous donner? Et qu'est-ce que nous devons nous donner? Eh bien, nous devons nous donner par définition des groupes qui sont dans une certaine communication les uns avec les autres. Et en effet, je ne reviens pas là-dessus, nous ne croyons pas, il ne nous semble pas nécessaire de présupposer ce qu'on appelle classiquement l'autarcie des petites sociétés primitives, ou leur indépendance, ou leur incommunicabilité. On suppose que des groupes primitifs peuvent être tout à fait en rapport les uns avec les autres, bien plus. Je suppose que c'est inévitable. C'est inévitable parce que les formations primitives coexistent déjà avec des États, avec des appareils d'empire. Que ces appareils d'empire impliquent et mettent les groupes primitifs en communication les uns avec les autres. Donc on a toute raison de penser qu'il y a des formules d'échange primitifs et pas des groupes indépendants. Bien plus, je me dis, il y a communication entre groupes étrangers dès qu'il n'y a même pas écriture. L'écriture, ça renverra l'appareil d'État, l'appareil empire. Mais dès qu'il y a parole, dès qu'il y a langage, quelque chose nous fait pressentir que finalement, le langage, j'entends y compris le langage oral, c'est pas du tout fait simplement pour ceux qui parlent la même langue. Je dirais même plus, le langage il n'existe que dans la mesure où il y a déjà des contacts entre des gens qui ne parlent pas la même langue. Je veux dire, le langage est inséparable d'une fonction de traduction des langues et non pas d'une fonction de communication à l'intérieur d'une seule et même langue. Enfin, tout ça, on se donne ce minimum. Groupes primitifs en rapport les uns avec les autres. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas se donner. C'est quoi? Si nous supposons qu'il y a des échanges primitifs, nous ne pouvons pas nous donner, premièrement, la préexistence d'un stock. Je dis les conditions du problème pour moi. Je n'avais aucun inconvénient à ce que parmi vous, il y en a qui disent « Ah ben non, le problème pour moi, il se pose autrement. » Moi je dis comment il se pose. Je ne peux pas me donner la préexistence d'un stock pour une raison très simple, c'est qu'on a vu les dernières fois, je reviens pas là-dessus, que loin que le stock présuppose un surplus, c'était le stock qui était constitutif du surplus et le stock était un acte de l'appareil d'État. Donc, si je cherche une formule des échanges primitifs qui coexistent, entendons-nous bien, qui coexistent avec des appareils d'État, mais qui ne constituent pas des appareils d'État, puisqu'ils vont à la fois anticiper et conjurer, vous vous rappelez, les appareils d'État, je ne peux pas supposer que l'échange primitif implique un stock. Je peux tout au plus dire qu'il implique une élasticité
de l'offre et de la demande. Ça me suffit. Oui. Il y a une certaine élasticité de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que tantôt ils mangent plus, ils mangent moins. Bon, donc ils peuvent échanger de la nourriture, etc. Mais je réclame aucun stock préalable, je réclame juste des données dites, j'emploie là un terme d'économie politique courant, d'élasticité d'offre et de demande. Donc, l'échange primitif, je dis, impossible de se donner un stock pour l'exclure. Deuxième chose, impossible de se donner un équilibre ou un équivalent monétaire ou d'un autre type. Pour la même raison. Encore une fois, ces formations primitives coexistent avec l'appareil d'État mais impliquent d'autres processus. Or, on a vu que non moins que le stock était un acte de l'appareil d'État. Le marché, la monnaie, sont des actes de l'appareil d'État. Et en ce sens, on a déjà mis en question, sans encore le justifier suffisamment, on a mis en question l'idée que la monnaie puisse trouver une origine dans le commerce, c'est-à-dire dans des formes d'échange généralisées, pour dire non, de toute manière, s'il y a une origine de la monnaie, c'est du côté de l'impôt, c'est-à-dire d'un acte fondamental de l'État qu'il faut la chercher. Donc pas moyen de se donner équilibre, équivalent ou marché, ou existence d'un marché. Enfin, troisièmement, pas question non plus de se donner l'hypothèse d'une intervention dans l'échange primitif d'un travail ou d'un temps de travail. Un travail nécessaire ou d'un temps de travail socialement nécessaire à la production des objets échangés. Pourquoi? Parce que là aussi, l'année dernière on l'avait déjà développé, mais on aura retrouvé sous un autre aspect cette idée, pour une raison très simple, c'est que ces formations dites primitives ne fonctionnent pas sur le régime du travail, qui est un régime d'activité très spécial. L'année dernière, on avait essayé de préciser, on avait trouvé, faute de mieux, la formule de action continue, ou activité à variation continue, que l'on opposait à l'activité du type travail. Mais, en effet, il nous semblait, et il faudra mieux l'expliquer peut-être aujourd'hui, il nous semblait que de toute manière, le travail n'était pas une activité naturellement déterminée, mais était une détermination très particulière de l'activité, un modèle auquel on soumettait l'activité, et ce on nous paraissait une fois de plus l'appareil d'État. À savoir, c'est l'appareil d'État qui soumet l'activité au modèle travail. Donc pas question d'invoquer un temps de travail qui servirait de critères de comparaison possible entre objets échangés au niveau d'un échange dit primitif. Donc vous voyez, je continue mon hypothèse tout à fait abstraite. Et voilà que survenait, alors pour nous aider, une hypothèse dont je dois dire tout de suite qu'il est curieux qu'elle nous survienne là. Je disais, ben oui, voilà qu'il y a des économistes qui ont dit la valeur ne s'explique ni par le travail ou le temps de travail nécessaire à la production de l'objet, ni par l'utilité de l'objet. Voyez, donc il s'oppose et à la valeur utilité et à la valeur travail, et il dit cette formule mystérieuse, la valeur se réfère à l'utilité du dernier objet. Alors je dis tout de suite, ce qui est curieux, c'est que cette thèse, le dernier objet étant l'objet marginal, est bien connue sous le nom en économie politique de marginalisme ou néoclassicisme. Et que cette théorie a eu
et conserve encore une importance fondamentale. Je dis qu'elle a été évidemment élaborée pour rendre compte du capitalisme et du marché capitaliste. Mais les théories ont des aventures, comme tout. Ce ne serait pas invraisemblable que, par exemple, une théorie inventée pour tel secteur, pour rendre compte de certains phénomènes du marché capitaliste, notamment de l'équilibre des prix en régime capitaliste, se retourne et se découvre avoir un champ d'application dans les formations non capitalistes. Donc on peut toujours se poser cette question, est-ce que l'objet marginal, l'idée du dernier objet, est-ce que ça ne trouverait pas une application très curieuse dans des formations dites primitives, hein? Est-ce que ça ne va pas nous aider, c'est ma question, dans notre hypothèse? Je cite un texte d'un manuel, pas du tout d'un grand économiste, d'un manuel qui expose le marginalisme. Je lis lentement. Il s'agit cette fois du travail et de la productivité, non pas du produit. Il s'agit de la productivité, du travail et du travailleur. Et voilà ce que dit l'auteur. Soit un éleveur de moutons, voyez, tout simple, il faut que l'exemple soit très clair. Soit un éleveur de moutons qui se demande si son personnel de pâtre est suffisant. Il peut s'apercevoir que s'il louait un pâtre de plus, sans faire par ailleurs aucun changement dans son outillage ni dans ses constructions, il met ça entre parenthèses, je le souligne pour l'avenir, pour mon avenir. Voyez bien les conditions. Vous avez l'entrepreneur, l'entrepreneur éleveur, qui se dit, est-ce que j'ai assez de pâtres? Voilà la question. Et il se dit, peut-être que je pourrais louer, c'est-à-dire salarier, un pâtre de plus, sans faire aucun changement dans mon outillage, ni dans mes constructions, il faudrait ajouter, ni dans mes terres. Vous n'ignorez pas qu'un mouton s'étend, c'est pas une vache, c'est un hectare, un mouton, c'est et la surface des terres est aussi censée rester la même. Donc sans faire aucun changement, est-ce qu'il peut prendre un pâtre de plus? C'est une question que il faut se mettre pour comprendre tout ce qu'on aura à dire plus tard sur le capitalisme, il faut toujours se mettre aussi à la place d'un patron. Alors. Voilà le patron de mouton. Hein. Est-ce que j'engage quelqu'un de plus? Une fois dit qu'il ne s'agit de rien changer dans son entreprise. Sentez que déjà on a quelque chose, je voudrais aller très lentement aujourd'hui et que vous me suiviez très bien. Il commence à se dessiner une notion de seuil. Tous les patrons connaissent ça, tous les patrons disent ça. Il y a même une règle fameuse qui est quelque chose comme la règle des 50. Il y a toujours un seuil dans une entreprise. Les patrons savent très bien qu'au-delà d'un certain seuil, il faut changer la structure de l'entreprise. Par exemple, il y a un seuil à partir duquel, si vous engagez une personne de plus, vous avez sur le dos, en tant que patron, un comité d'entreprise. Vous me direz, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, non, bon, il y a aussi des seuils où la comptabilité ne peut plus être faite de la même manière. Il faut que vous changiez, je dirais, il y a des seuils au-delà desquels l'agencement tout entier doit changer. Voyez donc que mon patron de mouton, là, il est en train de se dire, est-ce que je peux engager un berger de plus sans changer mon agencement? C'est-à-dire sans augmenter ma propriété, sans changer les constructions, etc. Vous voyez le problème? Je continue. Il peut s'apercevoir que s'il louait un pâtre de plus sans faire par ailleurs aucun changement, le troupeau serait mieux soigné. Le nombre des agneaux en pourrait être augmenté. Et l'on serait en mesure, c'est-à-dire lui, il serait en mesure d'envoyer ainsi au marché 20 moutons de plus chaque année. Supposons qu'il s'aperçoit de ça. Sans changer l'agencement de mon entreprise, si j'engage un type de plus,
je peux avoir 20 petits agneaux de plus à envoyer au marché. Voyez, hein, vous me suivez. Si vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez pas les autres états. Mais je ne sais pas. Jusque-là, ça va. Le produit net du travail de ce pâtre supplémentaire sera donc en quantité de 20 moutons. D'accord, hein? Puisqu'avec le pâtre supplémentaire, le type, sans rien changer, peut faire 20 petits moutons de plus. Le produit net du travail de ce pâtre sera donc en quantité de 20 moutons. Et en valeur, du prix que ces 20 moutons vaudront au marché. Tout ça est limpide. Si l'éleveur peut embaucher le pâtre supplémentaire pour un salaire tant soit peu inférieur, c'est-à-dire tant soit peu inférieur au prix des 20 moutons, prix des 20 moutons moins X. Si l'éleveur peut embaucher le pâtre supplémentaire pour un salaire tant soit peu inférieur au prix des 20 moutons, il le fera. Sinon, il s'abstiendra de l'engager. C'est les règles de base d'une entreprise. Ce berger que l'on est sur le point d'embaucher, voyez, hein, ce berger que l'on est sur le point d'embaucher, ça commence, le texte commence à devenir intéressant. Là, le patron, c'est dans sa tête, il évalue. Il évalue. Est-ce que je peux engager un type? Est-ce que ça va est-ce qu'il va me rapporter 20 moutons? Est-ce que je peux le payer un peu moins ou beaucoup moins que le prix des 20 moutons au tarif du marché? Ce berger que l'on est sur le point d'embauche, c'est le berger marginal. C'est le berger limite. Voyez pourquoi il est marginal ou limite? Parce que si ce dernier berger est engagé, et si l'on engageait encore un autre berger après le dernier, à ce moment-là, il faudrait que l'agencement change. C'est pour ça que la parenthèse est essentielle. C'est le berger limite compte tenu de l'agencement considéré. Le type, il peut toujours engager encore d'autres bergers. À ce moment-là, il lui faudra de nouvelles terres, de nouvelles constructions. Il faudra qu'il change la nature de son agencement d'exploitation, la nature de l'entreprise. Comprenez, donc là, on en est à un dernier berger au sens de le dernier avant que l'agencement ne soit forcé de changer. Le dernier avant que l'agencement ne soit forcé de changer, c'est ce qu'on appellera le marginal, ou l'objet limite, ou le personnage limite. Bon, ça va, vous m'arrêtez, hein, si ça va pas. Il recevra un salaire approximativement égal à la valeur nette qu'il ajoute au produit total, c'est-à-dire inférieur aux 20 moutons qu'il rapporte. Mais inférieur dans une mesure déterminée. Voilà. Mais, si nous supposons que tous les bergers de l'entreprise, celui-là, le berger marginal, c'est une belle notion, le berger marginal. C'est curieux, ça. Bon, alors, ça doit déjà... vous sentez qu'on va en venir... qu'on va en revenir à nos problèmes que j'invoquais la dernière fois, plus concrets, là, le café, le dernier verre. Mais je me dis, l'ouvrier de la dernière heure, il faudra aller voir, il faudra retourner dans cette parabole-là de l'ouvrier de la dernière heure et voir si, non pas du tout si c'est du marginalisme, c'est pas comme ça qu'on travaille, mais s'il y a moyen de faire pas du tout une assimilation entre un texte du Nouveau Testament et un texte de l'économie politique, ça aurait aucun intérêt, mais si on ne peut pas sauter de l'un à l'autre, faire des ruptures qui vont enrichir cette notion de dernier. Mais enfin, voilà. Si nous supposons que tous les bergers de l'entreprise, celui-là, et ceux qui avaient été engagés précédemment, c'est-à-dire toute la série,
toute la série des pâtres engagés successivement, jusqu'au pâtre marginal. Si nous supposons que tous les bergers de l'entreprise, celui-là et ceux qui avaient été engagés précédemment, sont interchangeables, c'est-à-dire si on ne se donne pas l'hypothèse d'un berger génie. S'ils sont interchangeables, nous devons penser que tous toucheront nécessairement le même salaire. Vous voyez ce qu'il veut dire? Si vous avez compris cette phrase, tous toucheront nécessairement le même salaire. C'est formidable. Il est en train de nous dire, et de quel droit est-ce qu'il peut nous dire ça? Il nous dit, le salaire des bergers précédemment engagés dépend de l'évaluation du salaire du berger marginal. Alors vous me direz, mais le berger marginal, il n'est pas encore engagé. Évidemment, il n'est pas encore engagé. Sur toute la série est déterminée par l'évaluation par l'entrepreneur du salaire du berger marginal. Et le salaire des pâtres des bergers précédents, sur toute la série, va être déterminé par le salaire du dernier des bergers possible. Encore une fois, comment est-ce que je peux dire dernier objet possible, je peux le dire puisque j'appelle le dernier objet possible, non, le dernier berger possible, le dernier berger, avant que l'agencement ne soit forcé de changer. Un berger de plus, outre le dernier berger, l'agencement n'est plus possible. Il faut un autre agencement. Donc, c'est l'évaluation du salaire du berger marginal qui détermine le salaire de tous les bergers existants. Vous saisissez? Bon. C'est pas étonnant que ce soit des Anglais qui ont eu ces idées. C'est très rigolo. Et donc, cet auteur qui ne fait que résumer des thèses marginalistes peut conclure, c'est ça qui m'intéresse, la productivité de l'ouvrier marginal, à savoir son pouvoir sur 20 petits moutons. La productivité de l'ouvrier marginal détermine ainsi non seulement le salaire de cet ouvrier marginal, c'est tout simple, mais celui de tous les autres. Bon. Là, on a pris le problème de la productivité et du salaire. Et il ajoute entre parenthèses, de même que lorsqu'il s'agissait de marchandises, et sans doute au niveau de la marchandise, c'est encore plus clair, j'ai donc pris un cas plus difficile, donc si vous le comprenez, vous comprenez à plus forte raison pour la marchandise. De même que lorsqu'il s'agissait de marchandises, l'utilité du dernier seau d'eau, ou du dernier sac de blé, commandait la valeur, non seulement de ce seau ou de ce sac, mais de tous les autres seaux ou de tous les autres sacs composant le stock. Nous barrons le dernier bout composant le stock qui diminue, puisqu'il ne convient pas, ça ne change rien. La valeur de tous les seaux d'eau et de tous les sacs de blé est déterminée par l'objet marginal, c'est-à-dire par la valeur déterminante du dernier seau d'eau et du dernier sac de blé. Vous me direz, dans ce cas-là, on comprenait vaguement ce que c'était que le dernier dans le cas du pâtre, mais on ne comprend plus peut-être dans le cas du seau d'eau. Bon, si on a déjà compris à propos du pâtre, et que l'on voit que les marginalistes ont commencé par faire leur analyse, non pas au niveau de la productivité et du travail, mais au niveau de la marchandise. C'est donc l'utilité du dernier objet qui détermine la valeur de toute la série. C'est ça, si je résume. C'est l'utilité du dernier objet qui va déterminer la valeur de toute la série, et de chaque terme de la série. Si on dit ça, on se dit, bon, on tient un début. Qu'est-ce que... Et on fait comme un repos, et alors on se dit, il faut reprendre notre souffle. On oublie le marginalisme, ou on fait semblant de l'oublier.
Et on dit, c'est curieux ce truc, du thème du marginal. Le dernier détermine la valeur de toute la série. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Qu'en fait, il faut corriger. C'est l'idée du dernier. L'idée du dernier détermine la valeur de toute la série réelle, de toute la série des termes réels. Pourquoi? Parce qu'on l'a très bien vu, et là c'était très clair dans l'exemple du pâtre. C'est pas au moment où le dernier pâtre, le pâtre marginal, est effectivement engagé, qu'il va devenir déterminant du salaire. C'est le salaire de tous les pâtres précédents réellement engagés qui est déterminé par l'idée de la productivité du pâtre marginal, c'est-à-dire du dernier pâtre engageable sans que l'agencement change. En d'autres termes, voilà déjà quelque chose qui m'importe énormément. C'est, je formulerai alors plus précisément mon hypothèse. Il y aurait des évaluations collectives. On est en plein champ social, en pleine formation collective. Il y aurait des évaluations collectives qui seraient de nature anticipatrice. Elles anticiperaient quoi? Elles anticiperaient la limite. Là, on progresse tout d'un coup, on progresse en pas de géant, même si c'est abstrait. Elles anticipent la limite. Elles anticipent le nombre de termes nécessaires pour arriver à cette limite, et elles anticipent le temps mis à atteindre à cette limite. Bon. Pourquoi est-ce que cette évaluation collective est anticipante? Après tout, c'est un sujet philosophique qui nous importe, enfin même du point de vue de l'histoire de la philosophie. Je cite pour mémoire un très beau texte de Kant, que certains d'entre vous connaissent, sur les anticipations de la perception. Et dans ce texte, Kant essaie de montrer que la perception a une structure telle qu'elle comporte au moins, elle qui est tout entière liée à l'expérience, on ne perçoit que quelque chose qui est donné dans l'expérience, sinon on conçoit, on ne perçoit pas. Et bien qu'il y a pourtant une donnée que Kant appelle a priori, c'est-à-dire indépendante de l'expérience, qui intervient dans la perception. Une seule. Et c'est cette donnée qui constitue l'anticipation de la perception. Et cette donnée, c'est que, quelle qu'elle soit la perception, a nécessairement une quantité, une grandeur intensive. Bon. Je dis, peut-être qu'on rencontre un tout autre niveau, mais peut-être que là aussi le croisement se fera entre ce problème de l'anticipation dans le jugement, et là on tient vraiment sous un tout autre aspect, on tient un problème de l'anticipation dans l'évaluation collective. Et l'on dit l'évaluation collective, c'est, et on appellera, on la quitte à dire ensuite, ah non, on s'est trompé, ça n'était qu'un cas, il y a d'autres évaluations collectives. Mais pour le moment, je peux déjà dire, j'appellerai l'évaluation collective une évaluation qui porte sur l'idée d'un dernier objet, de l'objet marginal, et par là même sur le nombre des termes de la série pour arriver à ce dernier objet et le temps nécessaire pour y arriver. Voyez, pourquoi que ça m'intéresse? Ça m'intéresse énormément, puisque les autres années, j'y trouverais comme une confirmation, mais à laquelle les autres années je ne pouvais pas penser, puisque les autres années on n'a pas cessé, par exemple, de tourner autour de la notion d'agencement, très souvent. Et j'essayais de dire, l'agencement, un agencement, ce qui me paraît meilleur que la notion de comportement,
finalement, on agence, on ne se comporte pas. Eh bien, c'est très différent comme notion en même temps. Eh ben, j'essaie de dire, un agencement, ça a toujours deux faces. Ça a comme, en très gros, ça a une face, et ces deux faces, l'une ne dépend pas de l'autre. Elles sont en présupposition réciproque. Il y a tout agencement a un aspect physique, ou même il faudrait dire, pour durcir le mot, physicaliste, et il a un aspect sémiotique ou sémiologique. C'est-à-dire, il est à la fois agencement machinique et agencement d'énonciation. Pourquoi que je fais cette parenthèse? Parce que là, j'ai une vraie... Et ces deux aspects ne sont pas du tout symétriques. Ils ne se correspondent pas du tout terme à terme. Dans tout agencement, vous trouverez un système de formulation et d'énoncé. Et vous trouverez un système de choses et de mélange de choses. Or là, dans l'agencement primitif, dont je m'occupe en soi, qu'est-ce que je trouve? Je trouve bien l'aspect, comment dire, chose, physique, physicale, à savoir la série des hommes, des pâtres ou des objets. Dans ce cas, qu'est-ce que j'appellerais système d'énonciation de l'agencement? Précisément l'ensemble des évaluations collectives portant sur l'idée du dernier objet. Or, vous n'attendez pas que le dernier objet soit là. Vous n'attendez pas, le patron n'attend pas d'engager le dernier pâtre possible pour que son évaluation de la productivité du dernier pâtre ne détermine le salaire réel de tous les pâtres réels. Hein? Bon, c'est ça. C'est ça l'évaluation collective. Or, là, je touche bien un problème. Quel problème je touche? Parce que, par rapport au schéma de la théorie de la valeur travail, ça va devenir plus concret tout à l'heure. Il faut me supporter. Par rapport à la théorie de la valeur travail, remarquez qu'il y a bien un problème commun auquel l'économie politique, et c'est même ce qui la rend à mon avis intéressante du point de vue d'une théorie des énoncés, une théorie de l'énonciation, l'économie politique fatalement rencontre ce problème, quelle que soit sa conception de la valeur. À savoir, c'est comment se fait l'évaluation du moyen d'échange ou du critère d'échange. Il faut bien qu'il y ait une évaluation collective. Je dirais qu'un chapitre fondamental et insuffisamment dégagé de l'économie politique, c'est quelle que soit l'école à laquelle on se réfère, c'est qu'elle comporte nécessairement une théorie des évaluations collectives, que j'appellerais aussi bien une théorie de l'anticipation des perceptions sociales. Bon, alors ça marche très bien, parce qu'en effet, les partisans de la valeur travail, qu'est-ce qu'ils disent? Ils supposent que le moyen d'échange des objets se rapporte au temps de travail dit socialement nécessaire pour produire les objets. Vous voyez, c'est une thèse extrêmement claire. Encore une fois, prêter cette thèse à Marx est un non-sens, non pas que Marx ne la prenne pas, mais Marx ne prétend pas l'inventer. C'est au contraire la vieille théorie la plus classique de l'économie politique classique. La nouveauté de Marx, elle est assez profonde, mais précisément, elle n'est pas là. Bien. On nous dit, s'il y a donc échange d'objets, c'est parce que il y a bien un moyen de comparer les objets échangés. Vous voyez, dans la théorie de la valeur. Et ce moyen de comparer les objets échangés, c'est comparer le temps de travail socialement nécessaire pour la production de l'objet A et de l'objet B. Je suppose que l'objet A prenne le double du temps, il vaudra 2 objets B. Bon, tout simple. Vous voyez que la théorie de la valeur travail implique quand même, on ne suppose pas que ces sociétés, par exemple des systèmes, ni même un état du travail,
qui soit un travail mécanisé. Or, si on ne suppose pas une mécanisation, une quantification dite scientifique, pseudo-scientifique du travail, le temps de travail socialement nécessaire implique et renvoie immédiatement à une évaluation collective. Et du travailleur, et de l'entrepreneur, et de la collectivité elle-même. Ah oui, ça prend... tu emploies avec une hache en acier, ils vont pas faire des mesures quand même. Avec une hache en acier, tu fais 2 fois plus de... ou 3 fois plus de travail qu'avec une hache en pierre. C'est une évaluation collective qui porte sur le temps de travail. Ça suppose le régime travail. Bon. Pour des raisons que nous avons vues et d'autres que nous allons voir, encore une fois, je ne peux pas dire tout à la fois, nous nous sommes privés de cette possibilité dans le cas des échanges dits primitifs, qu'on appelait par convention primitifs, puisque nous disons, là, il n'y a pas de temps de travail socialement nécessaire, puisque l'activité y est en variation continue. Donc il n'y a absolument rien qui corresponde au temps de travail. Pourtant, là, je cite pour mémoire, par souci de... Bien sûr, je sais qu'il y a certains ethnologues qui ont tenté d'appliquer des critères, même très quantitatifs, de temps de travail aux sociétés primitives. C'est très curieux que même ceux-là disent que cela n'a pas de correspondant dans la conscience du groupe primitif. Ça n'a pas d'équivalent, on peut toujours l'appliquer, mais bon, je pense à un Australien qui a beaucoup poussé ce genre de recherche, il dit, bah oui, mais ça marche, en effet, ça marche, c'est vrai, oh, mais bon, ça fait rien. Nous, pour des raisons que j'ai essayé de dire ou de laisser prévoir, on ne peut pas penser que l'évaluation collective porte sur le temps de travail. Bien plus, un des textes les plus poussés à cet égard se trouve dans Engels. Dans Engels, la préface que Engels fait au livre 3 du Capital. Le livre 3 du Capital, qui n'est pas publié par Marx lui-même, est publié par Engels, et Engels y joint une préface. Et dans cette préface, c'est, je crois, un des textes les plus précis où Engels dit, une fois donné, une fois dit la valeur travail, comment peut se faire dans une société très primitive l'évaluation du temps de travail, puisque lui, il est partisan d'une théorie valeur travail. Et sa réponse dit que, bah oui, il y a une espèce d'évaluation collective sur le mode de l'anticipation. C'est un texte très curieux, enfin ceux que ça intéresse, vous pouvez le voir, cette préface n'est pas très longue. Il ajoute, sinon ceux qui échangent ne rentreraient pas dans leurs frais. Accordez-moi, je suis sûr que vous avez tout compris, pourquoi est-ce que cette dernière phrase, sinon ceux qui échangent ne rentreraient pas dans leurs frais, doit nous mettre dans un état de joie dont vous ne témoignez pas suffisamment? C'est parce que, peut-être, vous y sentirez sûrement, mais il faut quelque chose à savoir. Il est en train de réintroduire un critère marginaliste. Si l'on essaie de commenter, sinon ceux qui échangent ne rentreraient pas dans leurs frais, comment est-ce qu'on pourra définir la rentrée dans les frais, indépendamment de la référence à un tout autre type d'évaluation? L'évaluation respective des frais, est-ce qu'elle ne fera pas allusion? En tout cas, voyez dans quel état on en est. Nous sommes en train de dire, dans certains cas, à savoir là où il n'y a pas appareil d'état, dans des groupes dits primitifs, on a fait un grand gain. Nous avions raison de parler de mécanismes d'anticipation, parce que ça marche en effet, sous forme de l'anticipation. Il y a une évaluation collective anticipatrice. Et nous précisons en quoi consiste cette évaluation collective anticipatrice. Et nous répondons, cette évaluation collective anticipatrice consiste en ceci, qu'elle anticipe l'idée limite du dernier objet ou du dernier producteur et fixe la valeur de tous les termes de la série et le temps nécessaire pour épuiser la série, sous-entendu sans que l'agence soit en charge, et le fixe d'après.
l'idée du dernier. Donc nous disons non, pas nécessaire. Pas nécessaire que l'évaluation collective porte sur le temps de travail. L'évaluation collective peut fort bien porter sur l'idée de l'objet limite ou objet marginal. Vous voyez, confirmation. Comme la confirmation de repos. Je sens tout à l'heure on va se reposer parce que vous me dites hein, si vous n'en pouvez plus. Parce que je veux dire, ça m'amuse, moi ça m'amuse beaucoup. Là. Ça me met dans un grand état de joie, mais vous c'est pas forcément la même chose. Et parfois on peut parler de choses qui moi m'ennuient profondément et que vous, ça vous amusera, hein, on ne sait jamais. C'est comme ça qu'il faudrait distribuer les UV. Je demanderais qui ça amuse là, alors, tous ceux qui diraient ça m'amuse, bon. Chaque année, on fait un bilan, on fait des ratios déterminent graphiquement le seuil, qui s'appelle seuil diamant, c'est-à-dire accélérer la croissance sans changer la structure. C'est ça, c'est ça, bien sûr. La question du temps, ça je résumerai la ce qu'il y a. comptabilité analytique, qui est connectée Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les bilans, ils sont complètement... Oui, ils remarquent qu'en effet, dans toute entreprise, précisément ce qu'on appelle les opérations de comptabilité, et notamment l'exercice du bilan, la confection du bilan, fait appel précisément à tout ce système qui implique, et qui se fait toujours en fonction d'un seuil, au-delà duquel toute l'entreprise devrait changer de structure. Notamment la masse salariale, je suppose, ce qu'on appelle une masse salariale, etc. Je crois qu'il y a ici quelqu'un qui serait beaucoup plus savant que moi, en tout cas, pour parler de cette... Ce qui est important, c'est qu'est-ce que le salariat au temps, par exemple. Dans la comptabilité générale, pour un salarié, pour accélérer la croissance sans augmenter les frais. Oui, bien sûr. Sans changer, c'est pas tellement sans augmenter les frais, c'est pire qu'augmenter les frais. Dans la comptabilité analytique, c'est le temps, c'est-à-dire l'analyse de l'activité. Par exemple, l'analyse va déterminer que l'ouvrier travaille que 7 heures, à la place de travailler 8h40. Sans des... Tu as raison, tu as d'autant plus raison que l'importance en effet là de cette comptabilité fait intervenir en effet le facteur dur. Il y a le facteur nombre d'éléments de la série. Ce qu'on est en train de faire, c'est une théorie de ce qu'on pourrait appeler les groupes cercales. Mais on appellerait ça précisément en empruntant le mot à Sartre, mais en lui donnant un sens complètement différent. C'est des groupes sériels et des opérations sérielles qui font intervenir nombre de termes de la série, objet limite, idée de l'objet limite et temps mis à. Et en effet, il a raison d'insister sur le facteur temporel dans la comptabilité. Pourquoi on imaginerait une thèse, l'idée de temps dans la comptabilité? Ça, oui, ça c'est une belle thèse. Oui, hein, je crois, non, certainement. Mais enfin, ceux qui auraient fort à parler l'ont bien dit. Mais ça, c'est vrai. Tu as fait de la comptabilité? Tu sais ce que tu vas faire, hein? Bah quoi, c'est... tu serais prêt là? Ouais. Tu serais prêt tout de suite? Ça va être formidable. Je vais continuer mes exemples concrets. Si tu veux même aller à côté, réfléchir un tout petit peu, comment, juste nous expliquer, parce que là ça m'intéressait beaucoup, nous expliquer dans un quart d'heure, j'irai te chercher. Tu vas pas, nous expliquer justement le facteur temps dans la comptabilité analytique, dans une comptabilité d'emploi. Tu pourrais? Tu peux? Alors, pas tout de suite, ça serait mieux comme ça de faire plus tard. à mon avis, c'est là qu'il c'est là. Alors justement, ou bien tu te bouches les oreilles, hein, tu écoutes plus, tu réfléchis, ou bien tu t'en vas. Alors, juste pour te donner le temps, merveilleux.
Alors, on oublie ça, hein, parce que c'est quand même un... Je dis, il y a un second point. Voilà, mon premier point, c'était, vous voyez, cette évaluation collective qui est dès le début. Ah si, je précise, parce qu'il y a, pour ceux qui voudraient pousser ça alors, dans un sens philosophique, vous voyez qu'à quel point c'est bien, hein, on a un sens comptable grâce à lui. Moi, je pensais à un sens philosophique. Il faudrait reprendre ceux qui connaissent Kant, le texte de Kant, à mon avis, se trompe complètement. Plus, c'est pas son anticipation. En fait, s'il y a une quantité intensive de la perception, c'est parce que la perception sociale est fondamentalement sérielle et travaille en fonction de l'objet limite. Mais c'est donc pour une autre raison que c'est une fois. Non, il ne faut pas dire ça, Kant ne se trompe jamais, la vie, tout ça, il faut tout ça. Alors, comprenez-moi ce que je voulais dire. Oui, il y a tout le marginalisme a une théorie complètement folle, puisqu'ils sont tous fous, tous complètement folle sur précisément la théorie de l'évaluation et du tâtonnement. Et vous voyez qu'en un sens, si on aime ça, c'est bien très rigolo, puisque là, l'opposition entre les partisans de la valeur travail et les marginalistes prend un sens très très concret. Ils sont tous les deux d'accord, encore une fois, pour dire il y a nécessité. Rien ne se ferait dans le champ social, ni productivité, ni échange des produits, s'il n'y avait pas des mécanismes anticipateurs d'évaluation collective. Bon, ça m'intéresse beaucoup. Il ne s'agit pas de la planification, il s'agit de trucs beaucoup plus concrets, beaucoup plus généraux dans les sociétés. Simplement, la différence, c'est que les partisans de la valeur travail nous disent l'évaluation collective porte sur le temps de travail socialement nécessaire. Les marginalistes nous disent rien du tout. Alors nous, on a une raison de suivre les marginalistes quant à certains cas. Je dis, s'il est vrai que dans certains cas, dans certaines formations sociales, vous vous trouvez devant un régime d'activité du type variation continue et pas du tout du type travail, il n'y a pas d'évaluation collective du temps de travail. Et pourtant, il y a une évaluation collective qui va présider aux échanges. L'échange est quand même possible, parce qu'à ce moment-là, vous avez une évaluation collective portant sur l'idée de l'objet limite ou du dernier objet. Mais encore une fois, cette idée, elle est là dès le début de la série. En d'autres termes, elle est une évaluation anticipatrice du temps nécessaire pour arriver à l'objet limite de la série. Mais cette évaluation, elle est dès le premier terme de la série, elle est dès le début. En d'autres termes, elle est beaucoup plus rapide que le temps nécessaire pour arriver au dernier terme de la série, bien plus. Elle est nécessairement plus rapide que le temps nécessaire pour passer du terme 1 au terme 2 de la série. D'où une notion très très curieuse que certains marginalistes ont développée dans ce qu'ils appellent leur théorie de l'évaluation ou du tâtonnement. Ils ont développé la notion de vitesse d'ajustement infinie. La vitesse d'ajustement infinie, alors là ils la conçoivent, ils se battent entre eux parce qu'il y a plusieurs manières de concevoir la vitesse d'ajustement infinie, ou bien en une seule opération, c'est une opération vraiment différentielle, au sens de calcul différentiel, mais on peut la concevoir déjà sous la forme d'une espèce d'intégration de différentiel, c'est-à-dire il y aurait plusieurs opérations qui seraient en un temps extrêmement rapide. Il y aurait une sommation de ces opérations, ou bien il n'y aurait qu'une seule opération. Enfin, c'est très important. Ce serait très... Et il donne des schémas, alors pseudo-mathématiques, très créatifs, très intéressants, très amusants. Ce contour-là, ça s'appelle la comptabilité des rapprochements. C'est-à-dire, ça s'appelle le rapprochement. Chaque jour, déterminer la situation bancaire. C'est ça. Il y a toujours des omissions ou des opérations qui n'ont pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et actuellement, alors, sans doute, avec tout ce qu'on appelle, comment ça s'appelle là, le terminal, tout ça, avec l'existence du facteur terminal, il y aurait des équivalents de vitesse d'ajustement infinie. La bourse, actuellement, ça doit fonctionner en... Il va dire ça tout à l'heure.
voyez quels horizons ça nous ouvre. Alors, le temps, je dis deuxième point. Et là, on a un premier point qui déjà nous ouvre beaucoup d'études sur. Deuxième point, eh bien, me paraît évident que dans tout ça, il apparaît que on joue. Et si vous avez quelque chose que vous n'avez pas bien compris, c'est uniquement pour cette raison, c'est pas votre faute. On joue sur le mot dernier. Et qu'en fait, il y en a deux de dernier. Que dernier a deux sens très très différents. Voilà. Alors du coup, je reprends mon exemple, parce que c'est évident, oublions les marginalistes, avant d'y revenir. Comme ça, on aura 3 points. Hein, ce sera, on a fait petit A, on commence petit B, on oublie tout. Et je reprends mes exemples d'apparence facile, comme ça, mais pas plus facile qu'autre chose. Je veux dire, je disais, prenons à la lettre le mot dernier, qu'est-ce que c'est le dernier verre? Au café, c'est un agencement. Agencement, les hommes au café. Midi moins 25. Midi moins 25 déjà. Et ben, les hommes au café, c'est un agencement. Ou bien je disais une scène de ménage. À première vue, ça paraît comme ça un événement. Non, c'est un agencement à voir la manière dont, dans certains ménages, elle se répète et elle remplit une fonction sociale très précise. On fait sa scène. Hein. Si on n'a pas fait sa scène, ça ne va pas. Donc je dis à ce moment-là, c'est même plus une habitude, quoi. C'est vraiment un agencement fonctionnel. Je m'en tiens à ces deux exemples, on peut les multiplier. Ou bien, je cite pour mémoire, parce que j'en aurai très besoin plus tard, la dernière violence. Bon, j'ai le dernier verre dans l'agencement café. Vous voyez, je cherche des exemples, mais vous, il faudrait en trouver d'autres, mais dans d'autres domaines. Le dernier verre dans l'agencement café, le dernier mot dans la scène de ménage, Lise de terre à la pelote dans un jeu, oui. Là, c'est un cas très complexe, oui, oui. Et puis, la dernière violence, qu'on laisse de côté parce que c'est plus tard qu'on en aura besoin. Eh ben, je dis tout de suite qu'est-ce qui se passe. Lorsque les hommes sont calmes, j'essaie de raconter l'histoire courante, une histoire courante. Ils sont au café. Chacun, il demande un verre. Hein. Ils sont 4. Hein, mais... Non, non. Bon. Je dis, est-ce que vous ne pressentez pas qu'il y a un drôle de truc? Je suppose que c'est très marginaliste. Que, en fait, le nombre de termes, c'est-à-dire le nombre de vers, et la durée pendant laquelle il reste au café, bien sûr, est soumise à toutes sortes de facteurs. Nécessité de rentrer à la maison pas trop tard. Hein. Contraintes économiques, l'argent, bon, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que parmi tous ces facteurs, il n'y a pas une série de types marginalistes? À savoir que la valeur de tous les vers est déterminée par l'idée du vers marginal, du dernier vers. Au point que c'est pour arriver, comme dans une série finalisée, c'est pour arriver au dernier que tous les autres sont vus. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi ils ne commencent pas par le dernier? C'est absurde, parce que non seulement ils ne peuvent pas commencer par le dernier, mais ils ne peuvent même pas brusquer le temps qui est objet d'une évaluation collective. Et celui qui voudra brusquer le temps se fera moquer. De même, je veux dire, comme le peuple est bon, il n'est pas alcoolique, quoi qu'on en
marchandise, celui qui voudra allonger le temps exagérément sera méprisé et traité comme un alcoolique. Il y a une espèce d'évaluation collective. Bon, il y a un nombre de verres qui souvent est réparti d'après le nombre de personnes, à savoir si chacun a tout. Et je dis, la valeur de chaque verre est déterminée par l'idée de l'objet limite, c'est-à-dire du verre marginal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le dernier verre? Quel sens donner à aller le dernier verre? C'est tout ça. Là aussi, c'est du problème d'évaluation collective. Le dernier verre, c'est le dernier avant que l'agencement ne soit forcé de changer. Si l'on dépasse cette limite, ça ne peut plus être le même agencement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si l'on dépasse cette limite, c'est donc qu'il y a encore un autre dernier. Alors. Il y a un dernier après le dernier. D'accord. Il y a un dernier après le dernier. Le dernier après le dernier, c'est celui qui impliquerait un autre agencement. Quel autre agencement dans ce cas précis? J'en imagine plusieurs. Recommençons pour être clair. Alors le dernier marginal, celui qui marque la limite. Qu'est-ce que ça veut dire la limite? Ça veut dire que tout le monde en a assez. Ça veut dire on arrête de boire, fini. Hein. Cette société-là, cette formation sociale-là, l'équipe au café, bon, c'est fini pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? On se retrouve demain, à demain les gars. Ça veut dire quoi? À la lettre, pour aller plus vite, je dis, il faut bien se reconstituer. Il faut bien arrêter de boire pour pouvoir reboire. Il faut bien arrêter de boire pour pouvoir reboire, ça marche pas. Ça marque la pause nécessaire entre deux séries du même agencement. Ça marque la pause nécessaire entre deux exercices d'agencement. J'espère que dans la comptabilité, la pause nécessaire entre deux exercices d'agencement est marquée par l'objet marginal. Bon, ah, ça marche jusque-là. J'ajoute, c'est pour ça que, d'une certaine manière, vous reconnaissez l'alcoolisme à ceci, que les alcooliques sont des gens qui ne cessent pas d'arrêter de boire. Ce n'est pas des gens qui boivent tout le temps. De même que vous ne rencontrez que des drogués en cours de désintoxication, vous ne rencontrez que des alcooliques en train d'arrêter de boire. Le « j'arrête de boire, je cesse de boire » fait strictement partie de l'alcoolisme. Vous me direz, qu'est-ce qu'il en fait en partie? On va voir. Bon. Bien. J'ai donc des séries qui sont comme autant d'exercices d'agencement, l'agencement restant le même, et chaque fois, l'objet marginal a une valeur. Vous me direz, mais l'objet marginal de chaque série peut changer. Oui, il y a des phénomènes dans l'histoire de la vitesse d'ajustement. Il peut y avoir une intensification de l'objet marginal au sein du même agencement. Mais voir si en 12 déjà l'agencement n'est pas en train de changer. D'où je passe à l'autre après mon problème, qu'est-ce que ce serait le changement d'agencement? Je peux dire n'importe quoi. Il y a un seuil, or là aussi les alcooliques, c'est pas des idiots, hein, ils sont très sensibles au seuil. Je dis comme ça, bon, un seuil où ils pressentent qu'il pourrait partir. Il faudrait sauter dans un autre agencement. Quoi alors? Ou bien changer la nature des boissons. On voit ça aussi dans l'évaluation collective drogue. L'approche d'un seuil où on dit, il va falloir changer l'agencement. L'agencement drogue, il va falloir passer de l'herbe à autre chose. Ça arrive. C'est bien un problème d'évaluation des seuils et des limites. Et puis, ou bien changer la nature des boissons, ou bien changer l'agencement, c'est-à-dire la composition de l'agencement. Pas la nature des boissons, mais les gens avec qui on boit. Ça ne pourra plus être les mêmes. Il faudra changer d'agencement. On passera avec de vrais alcooliques. On passera plus, ce ne sera plus les copains après le boulot, ce sera autre chose. Bon. Là aussi, il y a une espèce d'évaluation. Ou bien, on sent trop bien,
Ah ben, si je vais trop loin, là, je risque quand même quelque chose, ce sera un agencement particulièrement terrible, ce sera l'agencement hospitalier, l'agencement hôpital. C'est un agencement. L'agencement hôpital, c'est un agencement. Je dis que là, on aura atteint le seuil parce qu'on aura franchi la limite. Ayant franchi la limite définie par l'objet marginal, il faut changer l'agencement d'une manière ou d'une autre, en s'inventant un autre agencement alcool, ou bien en entrant dans un agencement hôpital, je ne veux pas dire que ce soit nécessairement un agencement hôpital, ou bien, à charge d'inventivité d'agencement, il y a tellement d'agencements. De même pour mon histoire, je peux dire, alors je peux aller très vite là, parce que c'est exactement la même chose dans mon histoire scène de ménage. La scène de ménage fonctionne comme un agencement. Elle fonctionne par série. Chaque série ou chaque exercice d'agencement, je dirais, est strictement déterminé par l'évaluation collective, c'est-à-dire l'évaluation bizarrement commune, vaguement commune, que font les deux partenaires. Ici, l'agencement est de couple, donc l'évaluation collective, c'est l'agencement des deux partenaires, que les deux partenaires font concernant quoi? L'idée du dernier mot. L'idée du dernier mot, du mot marginal, du mot limite. C'est pas forcément toujours le même, mais il se définirait par un certain poids ou une certaine couleur. Bon, il y a aussi une évaluation collective du temps nécessaire pour arriver à ce mot et des autres mots par lesquels il faut passer. Je dirais la valeur des autres mots et la valeur du temps et la quantité du temps nécessaire pour arriver, etc., est déterminée par l'évaluation collective du mot marginal. C'est lui l'objet limite dans ce cas. Supposez qu'il soit dépassé. Là, il y a quelque chose qui va arriver. Tout d'un coup, il y en a un des deux qui dit quelque chose qui fait. On peut concevoir, ça arrive tout le temps dans les scènes de ménage. Encore une fois, quand vous en êtes le spectateur effaré, vous vous dites, alors, ils ne peuvent pas aller plus loin. Et puis il y en a un qui dit tout d'un coup un mot qui à vous, paraît tout à fait en retrait. Et c'est celui-là qui n'est pas supporté. Il a dépassé la limite. Il a dépassé... Il a dépassé justement, il est sorti de l'espèce d'accord impliqué par l'évaluation collective. À ce moment-là, c'est tout l'agencement qui change. À savoir, on entre dans l'agencement divorce, l'agencement séparation, c'est un autre agencement. C'est plus l'agencement de couple, c'est un agencement, un autre. Bon, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que le dernier au sens de marginal, ça ne veut pas dire ultime, ça veut dire en fait avant-dernier. Puisqu'en effet, le dernier au sens de ultime, c'est celui à partir duquel l'agencement est forcé de changer. Le dernier au sens de ultime, ou celui à partir duquel l'agencement est forcé de changer, c'est ce que j'appellerais le seuil. Alors pourquoi ne pas réserver à celui-là le mot dernier? Bien forcé de ne pas réserver à celui-là le mot dernier, puisqu'il est le premier. Il est le premier de l'autre agencement. Bien. De l'autre côté, le dernier au sens de limite et non plus seuil. Non plus seuil de nouvel agencement, mais limite de l'agencement précédent. Le dernier au sens de limite, c'est l'objet marginal. C'est l'avant-dernier. Le français a un mot qui vient du latin et qui distingue bien l'avant-dernier ou le dernier au sens d'avant-dernier de l'ultime, c'est le mot pénultième. Pénultième, c'est littéralement le presque dernier. C'est le dernier avant le dernier. L'objet marginal, c'est le pénultième, ou la limite. Au-delà de l'objet marginal, il y a quelque chose d'autre, le seuil, encore une fois,
Au-delà de l'objet limite, il y a le seuil à partir duquel commence un autre agencement. D'où je peux répondre à la question, dans une telle formation, qu'est-ce qui est anticipé, qu'est-ce qui est conjuré? Qu'est-ce que c'est ces mécanismes d'anticipation, conjuration, qu'elles attachent tellement d'importance à la dernière question? La réponse maintenant, elle devient, il me semble, limpide, de l'eau, une évidence. Dans l'évaluation collective, ce qui est anticipé, c'est fondamentalement la limite, ce qui est conjuré, c'est fondamentalement le seuil. Et l'évaluation collective réunit indissolublement l'anticipation et la conjuration. Et ne peut pas anticiper la limite sans conjurer le seuil, ni conjurer le seuil sans anticiper la limite. D'où comment fonctionne, j'ai plus qu'à appliquer ça et j'ai fini mon problème quand même. Supposons alors un mode abstrait, vraiment j'insiste sur abstrait d'échange primitif. Voilà ce qui se passe. Je prends deux groupes. Un groupe de cueilleurs. Ils cueillent des graines sauvages. Vous vous rappelez, je tiens mes conditions, hein, je ne me donne pas un groupe d'agriculteurs. Car je ne sais pas si vous sentez l'agriculture est incapable d'entrer dans ces schémas de série. Si vous sentez ça, vous avez tout compris. Pourquoi que l'agriculture ne peut pas entrer dans ces schémas de série? Pourquoi elle renvoie nécessairement un appareil d'État? Nous verrons bien plus tard, mais vous devez déjà le sentir. Donc en tout cas, je ne me demande pas ça, je me dis, voilà mon petit groupe de cueilleurs. Ils cueillent des graines sauvages, ce n'est pas les agriculteurs. Les autres, ce n'est pas des métallurgistes, mais ils font des haches. Ils fabriquent des haches. Vous avez le groupe A, je ne dirais plus que A, cueilleur, et B, fabricant de haches. Les meilleures haches étaient faites d'obsidienne avant la métallurgie, par exemple. L'obsidienne, je crois que c'est une espèce de roche volcanique avec laquelle on obtient des coupants très excellents. C'est un joli mot. Bon, je dis l'échange primitif, aucun besoin de comparer des temps de travail. Aucun besoin de se dire quel est le temps de travail pour cueillir, quel est le temps de travail pour fabriquer la hache d'obsidienne, et puis comparer les deux. Comment voulez-vous que ce soit possible? Là, je prends un exemple qui convient parfaitement. Mais ces deux groupes, ils ne parlent même pas la même langue. Enfin. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comparent? En plus, la cueillette, c'est une activité typique à variation continue. Par exemple, les femmes vont à la cueillette, et puis elles chantent, puis elles bavardent, et puis elles reprennent la cueillette. C'est ça qu'on appelle une activité à variation continue. Il n'y a pas de Dieu dans le travail. Pour le fabricant de haches, il ne va pas comparer. C'est même une idée qui ferait rire les primitifs. Comparer le temps mis à cueillir des graines sauvages et le temps mis à fabriquer une hache. Santé, alors comment ils vont faire l'échange? En revanche, ils ont une évaluation collective. Nous supposons qu'elle ne peut pas porter sur le temps de travail qui présupposerait même un langage commun qu'ils n'ont pas. On suppose que c'est même deux tribus assez lointaines, pas de même formation culturelle, pas de même langage. Bon, ils s'échangent des graines contre des haches. Je dis, comment peut se faire l'échange? Ben, nous le savons maintenant. Nous le savons. Nous le savons. La question de savoir si jamais quelqu'un s'est servi de cette méthode pour échanger quoi que ce soit, c'est une autre question. Mais moi je crois, oui, je crois qu'on le fait tout le temps comme ça. Le groupe A. Vous vous rappelez, hein, dans votre tête, le groupe A, ça doit être celui qui donne des graines et qui reçoit des haches. Je dis par parenthèse que c'est trop évident d'après tout ce que j'ai dit, le marginalisme implique
imprimat de la loi de la demande sur la loi de l'offre. Je ne sais pas pourquoi, mais vous devinez. Eh bien, le groupe A qui reçoit des haches peut se faire, je dis peut, tout ça est abstrait, hein, vous ne pouvez pas me faire la moindre réflexion sur le fait. Le groupe A peut se faire une idée de la dernière quantité de haches qui le forcerait à changer son agencement. Et cette idée, il faut l'avoir dès le début. Évaluation collective de la dernière quantité de haches qui le forcerait à modifier la structure de son agencement de cueillette. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, je continue dans l'abstrait. Le groupe B peut se faire une évaluation collective de la dernière quantité de graines qui le forcerait à modifier son propre agencement. Si vous m'accordez ça, vous m'accordez. Je dirais à ce moment-là que la valeur des objets échangés est strictement déterminée par les deux objets limites pour chaque groupe respectivement, la hache marginale pour le groupe qui donne des graines sauvages, la graine marginale pour le groupe qui donne des haches. Et si la dernière hache, et alors la loi de l'échange sera... Ah, là, c'est très simple ça, mais c'est les mots qui me manquent. Parce que la loi de l'échange, ce sera la dernière hache, c'est-à-dire qui force le groupe, je ne sais plus quoi, à changer d'agencement, qui forcerait le groupe, au-delà de laquelle plutôt, au-delà de laquelle le groupe serait forcé de changer d'agencement, égale la quantité de graines qui forcerait, au-delà de laquelle l'autre groupe serait forcé de changer son propre agencement. Vous voyez, ça marche, c'est formidable. On ne peut pas se tromper avec ce système. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a de bien? Il n'y a jamais de comparaison directe. C'est un échange indirect. Chaque groupe évalue respectivement pour son la valeur de son objet marginal. Et c'est cette évaluation respective par chaque groupe de la valeur pour chacun de l'objet marginal relatif à chacun qui va déterminer l'échange. En d'autres termes, le rapport objectif dans l'échange naît des deux séries subjectives. Le rapport direct naît de la relation indirecte, ou si vous préférez, l'égalisation dans l'échange naît de deux processus inégaux, non symétriques. Mais j'ajoute juste, pour vous me laisser un peu confus, comment ils évaluent, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils seraient forcés de changer d'agencement? Eh bien, reprenons le groupe, et j'en termine avec ça, reprenons le groupe de ceux qui reçoivent des haches. Au-delà de la hache marginale, ou bien ils n'ont rien à en faire. Ils gardent le même agencement, mais ils n'ont rien à faire de la dernière hache. Ils n'ont pas à s'en servir. Donc, l'échange perd tout intérêt. Il ne se fait plus. C'est le temps de la pause, avant que recommence une autre série, les haches s'étant usées. C'est exactement le temps de la pause au café. Ou bien ils sont forcés de changer d'agencement, ça voudrait dire quoi? Abandonner l'itinérance. Abandonner l'itinérance de cueillette. Faire avec les haches seuil, plus la hache limite, qui elle fait partie de l'agencement cueillette, mais faire avec la hache ultime,
avec la seuil, soit du débroussaillage, ou pire, de l'abattement de souche, il deviendra agriculteur. Il ne pourrait plus suivre le flux de cueillette, il passerait dans un tout autre type d'agencement, qui au moins impliquerait déjà des éléments agricoles. Donc il conjugue le seuil agricole en anticipant la limite cueillage. Même raisonnement pour les haches, pas difficile, à savoir qu'au-delà des graines de subsistance nécessaires à leur subsistance, les fabricants de haches devraient changer leur agencement. Tout va bien. C'est toujours le développement pour soi de chaque série respective qui va fixer la valeur de l'échange, la valeur de l'objet échangé, à partir de ce qui fonctionne comme l'objet marginal dans une série et de ce qui fonctionne comme objet marginal dans l'autre série. À preuve de quoi, et c'est juste ce dernier effort que je vous demande, nous en donne une confirmation, sautant des sauvages aux choses aux formes modernes, nous en donne une singulière confirmation concernant le temps, la marge, la limite et le seuil, l'exercice de la comptabilité. Tu enchaînes. Avant tu enchaînes. Et tu parles fort, là, si tu parles le plus fort. Par exemple, il y a des lieux où se passent des échanges. Parce que la quantité change, ce seuil il change par rapport à l'année. Les agriculteurs font les choses. C'est que s'ils donnent une quantité moins, c'est-à-dire qu'il n'a pas récolté. D'accord. Ça, je traduirais dans mon langage en disant les exercices d'agencement, les exercices successifs d'agencement, chaque agencement primitif forme une série. Et il se reproduit après une pause. Chaque série est donc un exercice d'agencement. Il est évident que les exercices d'agencement sont variables. Non, ce que je voudrais que tu dises très vite, là quand même pour frapper, c'est ton histoire importante du temps et de l'évaluation de la durée dans la comptabilité. Au besoin, si vous n'entendez pas, je répéterai ce qu'il dit, s'il ne veut pas parler fort.